Bonjour, cette vidéo a pour sujet les différentes démarches pour mesurer les performances d'un système lors d'une analyse temporelle. Donc, lors d'une étude temporelle, les différentes performances qui nous intéressent sont la précision, la rapidité et la stabilité au sens de stabilité pratique et l'amortissement. Pour illustrer ces différentes démarches, je vais m'appuyer sur la cheville d'un robot humanoïde qui s'appelle Nao, que l'on peut retrouver dans la plupart des lycées en classe préparatoire aux grandes écoles, et en particulier son comportement sur l'axe de tangage. Donc pour la précision, les critères de performance qui nous intéressent sont généralement l'erreur statique qui caractérise la capacité d'un système à recopier une entrée constante, et encore l'erreur de traînage ou l'erreur de traînée qui caractérise la capacité d'un système à recopier une entrée variable. Donc on peut voir ici un essai sur la cheville Nao où l'on a imposé une entrée donc constante d'amplitude 30 degrés. Et on voit ici la courbe de réponse de notre système. Si l'on veut mesurer l'écart statique, on regarde en régime établi la différence entre la valeur finale et la valeur de consigne. Ici, on peut mesurer environ 5,76 degrés. Généralement, ce n'est pas tant la valeur de l'écart qui nous intéresse, mais une valeur relative pour pouvoir comparer des choses, peu importe l'entrée et l'amplitude de l'entrée. Donc on fait le rapport entre l'erreur sur la valeur de consigne et on voit ici une erreur de 19,2%. Si l'on prend le même système avec un correcteur différent, on voit le comportement pour la même entrée de 30 degrés qui est différente, avec ici un petit dépassement à la fin. Donc de la même façon, on regarde la valeur finale, donc la valeur vers laquelle tend la sortie. On mesure l'écart entre la valeur finale et la consigne, et ici on trouve une erreur de l'ordre de 17,9%. Et enfin, pour un correcteur encore un peu plus important, on voit ici un essai avec des légères oscillations à la fin. Donc ce qui nous intéresse encore une fois, c'est la valeur en régime établi, c'est-à-dire la valeur finale. On regarde l'asymptote, la différence entre cette asymptote et la valeur de consigne est ici d'1,8 degré. Donc on voit ici un écart de l'ordre de 6%. Ici, on peut donc comparer les résultats pour les trois différents réglages du correcteur. Et on voit bien les différences de précision en régime établi pour les trois différents réglages avec des erreurs différentes. Si l'on cherche à caractériser maintenant la précision lors d'une entrée variable, donc en régime dynamique, on va imposer ici une rampe en entrée. Donc on voit ici le comportement en entrée. On remarque au début une légère accélération qui correspond à cette zone-là, donc qui est en fait notre régime transitoire. Puis après, on voit que le régime établi se comporte donc parallèlement à ma consigne. Donc l'erreur de traînée ou l'erreur de traînage se mesure donc en régime établi. Donc on peut tracer une asymptote quand t tend vers l'infini et mesurer l'écart entre mon asymptote et ma consigne. Donc en le mesurant bien verticalement pour donc mesurer dans la même dimension que la valeur de mon entrée. Donc ici on peut mesurer une erreur de traînage de 12,45 degrés. On peut aussi mesurer un retard temporel qui se mesure ici horizontalement, qui montre donc le retard de ma sortie par rapport à ma consigne. Pour un autre réglage de notre correcteur, donc on a augmenté le gain proportionnel, on voit au début dans notre régime transitoire des petites oscillations autour de notre asymptote finale. On remarque qu'elle est encore parallèle à
à notre rampe de consigne. D'ailleurs, l'erreur de traînée ne peut se mesurer que si l'asymptote est donc parallèle à la consigne, c'est-à-dire que le gain de ma fonction de transfert est égal à 1. Donc ici, on mesure un écart qui est plus faible que précédemment et aussi un retard également plus faible que précédemment. Un dernier essai a été réalisé avec un gain encore plus important. On va voir des légères saccades sur l'essai qui correspondent en fait aux oscillations que l'on peut voir sur la courbe de réponse. On trace encore une fois l'asymptote quand étant vers l'infini. On mesure l'écart entre l'asymptote et la consigne pour avoir l'erreur. Et horizontalement, on retrouve encore le retard temporel. Donc on peut revoir ces différentes erreurs de traînée donc pour les trois réglages du correcteur. Et de la même façon, on peut voir les trois retards temporels, encore une fois pour ces trois réglages différents. Donc en fait, en augmentant le gain, à chaque fois, on a réduit l'erreur de traînée et réduit aussi le retard temporel. Pour ce qui est de la rapidité, donc la rapidité caractérise la vitesse de passage du système d'une valeur initiale à une valeur finale. On va pouvoir la caractériser avec le temps de réponse 5% qui va caractériser la durée en fait du régime transitoire, ou encore le temps de montée à 10% qui lui caractérise vraiment le passage d'un état à un autre, donc d'une plage de valeur initiale entre guillemets à une plage de valeur finale. On voit encore une fois notre même essai donc avec le même correcteur proportionnel. Donc le temps de réponse 5% se mesure à partir de la valeur finale et on trace une bande entre plus et moins 5% de cette valeur finale. Le temps de réponse 5% est obtenu lorsque la valeur de sortie rentre dans cette bande et n'en ressort plus. Donc ici, on peut mesurer un temps de réponse 5% à 0,37 secondes. On remarque au passage que la rapidité s'évalue indépendamment de la précision. D'accord ? On la caractérise par rapport à la valeur finale et non pas par rapport à la valeur de consigne. Pour évaluer le temps de réponse à 10%, on regarde la valeur temporelle donc, qui nous permet d'obtenir 10% de la valeur finale et celle nous permettant d'obtenir 90% de la valeur finale. Le temps entre les deux nous donne le temps de montée. Donc on peut illustrer ça en disant bah, c'est le temps pour passer d'un état haut à un état bas, ici d'une plage de valeur proche des 0 degrés à une plage de valeur proche des 35 degrés. Ce qui nous permet en fait de ne pas prendre en compte un éventuel retard du système et de ne pas prendre en compte d'éventuelles oscillations en sortie du système. Pour l'autre réglage, donc avec un correcteur proportionnel un peu plus élevé, on peut voir un léger dépassement de ma valeur finale, mais on remarque que la valeur de sortie rentre dans ma plage de 95% à 105% de la valeur finale, sans en ressortir malgré le petit dépassement, et donc le temps de réponse 5% se mesure à l'entrée de cette plage. Le temps de montée se mesure comme précédemment, entre 10% de la valeur finale et 90% de la valeur finale. Et on voit qu'ici il a encore diminué par rapport à l'essai précédent. Donc, si l'on retrace nos trois courbes sur le même schéma, on peut voir que le temps de réponse à 5% commence par diminuer en augmentant le correcteur proportionnel, puis après est détérioré par les oscillations. Alors que le temps de montée, lui, ne prenant pas en compte les oscillations, n'est pas détérioré.
et continue à diminuer ou tout du moins n'augmente pas. Pour ce qui est de ce que j'appellerais la stabilité pratique ou l'amortissement, on va caractériser ces performances à l'aide de ce qu'on appelle le premier dépassement donc, et de son amplitude. Donc pour cela, on s'intéresse encore une fois à nos mêmes essais. Le premier essai, on voit que la courbe ne dépasse jamais la valeur finale. Donc ici, on n'a aucun dépassement. Donc un dépassement de l'ordre de 0 degré. Pour le second essai, on a un léger sursaut à la fin de notre essai et donc en fait un dépassement. Donc il suffit de mesurer le dépassement par rapport à la valeur finale. Encore une fois, hein, ce critère est donc décorrélé de la précision. Et encore une fois, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le dépassement en valeur absolue généralement, mais plutôt un dépassement en valeur relative. Donc on ramène l'amplitude du dépassement souvent par rapport à l'amplitude de la valeur finale. Donc ici, on peut mesurer un dépassement de l'ordre de 3,4%. Et pour le dernier essai, avec donc un correcteur plus important et donc des oscillations plus importantes à la fin du régime transitoire, on peut mesurer ici un dépassement de l'ordre de 6,3 degrés, c'est-à-dire un dépassement de l'ordre de presque 20%. Voilà pour les différentes démarches permettant donc de mesurer les performances et donc d'évaluer les critères de ces performances lors d'une analyse temporelle. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les différents critères sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'un système peut être précis, mais être très peu amorti et donc très peu rapide, ou bien encore avoir une mauvaise précision mais être très rapide. Et donc il faut donc pouvoir mesurer ces différents critères de manière indépendante.